Bonjour à tous. Merci de venir à cet étrange webinar, comme on dit, webinaire. On dit, bon, effectivement. Donc, c'est un petit peu quelque chose d'original qu'on essaye de faire là, et qui est dû un peu à une rencontre un peu au hasard sur les réseaux sociaux d'ailleurs, avec Karim. Donc, moi, je suis Dominique Boulier, je suis professeur à Sciences Po, et là, je suis dans mon bureau de Sciences Po parce qu'exceptionnellement, j'ai dû revenir à Sciences Po pour pouvoir me connecter. Et nous allons donc essayer d'expérimenter quelque chose qu'on pourrait appeler un gai savoir, si on veut, entre un humoriste donc et un chercheur en sciences sociales. Alors attention, je ne vais pas être dans la position de faire un commentaire de texte, ce qui le mériterait bien entendu, ou de jouer l'explicateur, comme aurait dit Jacques Rancière à propos de l'ignorant, mais on va échanger plutôt nos deux pratiques qui sont évidemment très différentes, celle d'un artiste, celle d'un universitaire, et on va explorer des passerelles et des traductions. Donc, Karim, à toi pour le moment, dis-nous ce que tu en penses, ce que tu comptes faire. Bah moi, je suis très content. Merci Dominique pour l'invitation. Ouais, c'est un honneur, un plaisir parce que ça me change un petit peu. C'est rare qu'on invite les humoristes à venir parler d'un sujet, on va dire, de fond. On attend de nous qu'on soit des amuseurs, qu'on soit des gens qui balancent de la punchline à tout va tout le temps. Alors, désolé, j'ai pas envie de vous décevoir, mais ça va pas être ça. Mais je suis content d'être dans le présent avec vous parce que nous, on peut pas faire de spectacle sur Zoom. C'est pas possible des trucs écrits où on attend parce que tout le monde rigole parce que des fois les gens se mettent sur mute et c'est nul quoi. Et là, en fait, ça fait plaisir de parler et de parler d'un sujet qui m'est cher, les mots, parce que moi, les mots sont un peu au centre de mon job, de mon métier et c'est assez marrant parce que c'est assez marrant de se retrouver dans un webinaire, un cours de Sciences Po. Alors que moi, j'étais sur mon canapé, je me dis, tiens, je me grattais, je me dis, tiens, si je faisais parler au l'homo confinement, enfin, c'est parti d'un délire, c'est complètement débile, quoi. Il faut remettre les choses dans leur contexte, quand même, hein. C'est de ça qu'on parle, quoi. C'est un humoriste qui s'est dit, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter aux gens, à défaut de jouer sur scène, et je vais incarner l'homo confinement, je vais mettre une casquette avec du double face, je vais écrire confinement comme ça. Et il y en a un, il y a une lettre du Scrabble que je vais envelopper avec de l'aluminium. Je vais écrire une dent en or. Enfin, c'est un peu parti de ça. J'espère que tout le monde a regardé la vidéo, sinon vous ne comprendrez pas le délire. Mais je vous invite à aller la regarder. Et donc voilà. Et donc je ne sais pas je crois qu'il s'agit de propagation des mots ici, de voir si les mots voyagent et comment ils voyagent. En tout cas, moi, ils me font beaucoup voyager les mots, jusque devant vous aujourd'hui. Et puis les mots, même avant, ils m'ont beaucoup fait voyager. Je me suis retrouvé grâce à mes sketchs grattés sur un coin de table à Nouméa, à Dubaï, à Londres et autres pays comme ça. Donc oui, merci les mots et merci Dominique. Et merci à tous d'être là. Bien, alors, merci Karim, parce que c'est effectivement une situation un peu originale qu'on va tester, qui est expérimentale. Évidemment, il y aura des bugs, etc. Bon, c'est comme ça. Mais l'important, c'est ce que tu as dit, c'est qu'il faut quand même avoir vu la vidéo un peu avant. Ça aide à comprendre le prétexte de notre mise en scène ici. Donc, alors moi, ce qui a fait tilt dans la vidéo, c'est l'idée que tu avais trouvé qu'un mot puisse raconter sa vie. Et on voit son histoire, et puis nous on dirait qu'il est équipé d'un pouvoir d'agir. On appelle ça techniquement une agency dans notre novlangue. Et il se trouve que c'est vraiment ce sur quoi je travaille. Alors comment les messages qui nous traversent peuvent se propager et peuvent engendrer petit à petit une attention collective, petit à petit quelquefois brutalement, une attention collective. Car, et ça va être le thème un petit peu de tout ce séminaire, c'est effectivement, tout ça est affaire d'attention, et même on parle d'économie de l'attention, au point de faire des pics, des bursts, etc. Alors je vais commencer, parce qu'on va avoir quelques images aussi, je vais partager l'écran avec une présentation de cette vidéo. Est-ce que de ces slides, est-ce que tu les vois, Karim, et tout le monde? Moi, je les vois. Bon, c'est parfait. Les autres Donc les voilà, voient aussi. et effectivement, par exemple, voilà ce qu'on fait quand on suit ce qu'on appelle les mèmes. Donc ces deux chercheurs remarquables, Leskovec et Kleinberg, qui avaient suivi dans la campagne Obama de 2008 comment tous les pics de citation pouvaient s'accumuler. On voit que ça monte très très vite et hop, ça retombe. Pour les spécialistes, il y avait l'histoire du lipstick on a pig quand Sarah Palin avait été attaquée par Obama sur le fait on pouvait toujours essayer de mettre du rouge à lèvres sur un cochon, ça restait un cochon. Charmant niveau de débat, on voit bien, mais ça avait fait le pic de la campagne, il faut quand même le rappeler. Je pense qu'on va battre ce type de niveau dans les campagnes actuelles.
Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les audiences de certains termes qui circulent à toute vitesse, eh bien, on peut justement les mesurer avec ces méthodes numériques là. Et puis, il y a des compagnies qui font ça, qui font du social listening pour les marques notamment, et sur certains mots-clés, sur des hashtags comme MeToo par exemple. Donc, on a celui-ci, si j'arrive à le passer au suivant, voilà, hop, 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 évidemment, erreur, hop, 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 voilà. Sur la propagation de MeToo, par exemple, ça c'est un travail que mes étudiants ont fait, mais en exploitant des données existantes, où on voit effectivement comment il y a des pics, là aussi, très fortes à partir du 6 octobre 2017, et puis il y a des moments où il y a les médias qui relancent, et donc ça refait des pics d'attention collective, etc. Donc il y a des thèmes avec c'est vraiment de la haute fréquence, on adopte vraiment des nouveaux mots très très vite, et Karim a raconté ça très bien. Donc on a des nouveaux mots qui peuvent, autour de MeToo par exemple, il y avait tous ces nouveaux mots qui étaient nés, pas que ces nouveaux mots, mais tous ces mots qui étaient devenus centraux. Alors, il peut y avoir aussi des propagations d'images, de comportements. Par exemple, ça a été le cas évidemment de tout ce que quand tout le monde s'est mis aux fenêtres, hein, donc c'était valable en Italie, puis en France, puis en Espagne, etc. Donc voilà des types de propagation qui peuvent se faire. Et puis il y a un article du Monde qui est tout récent à propos du genou à terre des manifestants. Et c'est bien parce que l'article restitue l'histoire, parce que tout cela a souvent une histoire que les gens ne maîtrisent pas forcément, mais qui est une connotation importante. C'est Martin Luther King, au moment du mouvement des droits civiques, effectivement, qui priait dans la rue en mettant un genou à terre. Il y a Kirkpatrick qui a repris ça en 2016 après le mouvement Black Lives Matter. Et ensuite, on a depuis la reprise avec y compris les policiers qui posent un genou à terre dans les mobilisations actuelles. Et puis, on a aussi cette histoire, par exemple, peut-être que certaines personnes, à la limite, se souvenaient vraiment de cette image de celle qu'on appelait Rosie la rifteuse, parce que c'était l'époque, la Deuxième Guerre mondiale, où les femmes avaient été à l'usine et avaient tout produit. Eh bien, ça a été repris dans les manifestations contre les retraites. Les féministes d'attaque avaient repris cette image et puis avaient repris la chanson à cause des garçons. Et bon, en fait, on se demande d'ailleurs, quand on regarde ça, on se dit, mais oui, finalement, vous vous souvenez de la réforme des retraites? Ah, bah, dites donc, c'est dans une autre époque, ça. On a l'impression qu'on est déjà passé à autre chose. Et donc, voilà, c'est un petit peu ce changement de sujet brutal qui est aussi présent. Qu'en dis-tu, Karim? Oui, bah moi ça me parle forcément. On vit un peu au gré de l'actualité, nous les humoristes, même si moi je suis pas trop. Enfin, chacun fait comme il aime, comme il veut et comme il peut. Surtout, moi je suis plus à surfer enfin pas trop à surfer sur les pics. Je suis pas trop à réagir sur le buzz, enfin à essayer de faire le buzz sur les mots d'actualité. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais c'est pas trop moi. Ça correspond pas trop à ma façon de faire. Moi, je suis plus sur les mots qui s'installent et qui durent. Donc, c'est plus sur les petites montagnes, les collines. Je suis plus sur les collines que sur les pics. Et donc, analyser des tendances de fond plus que des phénomènes passagers. Après, le mot confinement, bon, je pense que c'est un peu plus qu'un pic. Enfin, c'est un pic qui a duré. C'est une colline de 2 mois quand même, et puis qui a pas complètement disparu. Et tu parlais de mots équipés d'un pouvoir d'agir, et ce mot a bien agi sur nous. Je pense qu'il a agi sur nos têtes, nos cerveaux, et puis aussi sur nos corps. Hein. Je pense que tous, comment dire ça positivement, nos chemises nous moulent un peu plus maintenant. Et donc oui, les mots ont un pouvoir sur nous, et quelque part l'incarner, lui donner corps, c'est une façon. L'incarner, c'est une façon de peut-être reprendre le contrôle sur lui. Ce mot-là, je l'ai écrit, cette vidéo, je l'ai faite plutôt en fin de confinement. Il a fallu qu'il y ait un petit peu de recul sur le mot, de se rendre compte que déjà c'était une colline, c'était pas juste une tendance, et puis le réapprivoiser, et puis le maîtriser, parce que sinon, c'était quand même un état un petit peu nouveau, confinement, donc avant de pouvoir en rire quelque part. Vraiment, même si j'ai fait des sketchs avant, vraiment prendre du recul dessus et en rire et se dire, tiens, c'est un mot qui s'est installé, qui nous a hantés, et puis rions-en. Qui s'est écoulé, je crois, un mois et demi, quasiment. Ouais, un mois et demi, sorti le 28 avril. Donc oui, bien sûr, nous les humoristes, et puis les personnalités publiques, les artistes en général, on surfe sur ça, et donc c'est super. Et c'est vrai que le fait que tu nous dises qu'il y a des courbes et tout ça, déjà on se sent moins seul, parce que nous on se dit, on est un peu tordu à se dire, tiens, on va donner vie à un mot, etc. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des sociologues ou des gens qui font des études tordues comme ça, qui suivent des cours, qui se disent, tiens, aujourd'hui, je vais me faire le mot chevreuil, je vais voir sa fréquence de 1880 à nos jours.
bah, ouais, ça peut être un délire d'humoriste, là. Et moi, c'est vrai que je peux partir rapidement sur un truc comme ça sans, sans, sans avoir décidé au début d'une journée que je délirais là-dessus. Là. Présentement, je suis dans une salle de réunion, il y a une mouche et je peux peut-être partir pendant 2 jours sur bourdonnement, je ne sais pas. Par contre, il y a pas c'est pas trop tendance en ce moment, c'est plus Black Lives Matter. Typiquement, moi, je ne réagis pas trop face à ça. Ça ne veut pas dire que le phénomène ne me touche pas, mais j'essaye de ne pas trop réagir là-dessus. Je verrai comment ça évolue derrière, parce que j'estime que je ne vais pas non plus bouleverser malheureusement la situation par mon petit sketch. Mais par contre, après, moi, ça m'intéresse plus d'analyser, voir un peu où ça nous mène tout ça. Alors, ce qui est vrai, c'est que toi, dans tous tes sketchs, et en particulier dans cette vidéo-là, la matière première, c'est quand même la langue, hein, effectivement, plus généralement, pas seulement les mots, mais ce mot en particulier, mais la langue en général, et notamment cette langue des startups sur laquelle on aura l'occasion de revenir, qui a l'air contagieuse et qui s'étend à tout, a fait des choses absolument merveilleuses là-dessus. Alors, à une époque de la linguistique, pour faire savant, effectivement, à l'époque de la linguistique, à la fin du 19e, on faisait que ça quasiment. La linguistique, c'était de la philologie, et on s'intéressait à l'histoire des mots, à leur étymologie. Et puis moi, il y avait un livre que j'avais beaucoup aimé qui s'appelle Le vocabulaire des institutions indo-européennes. Alors, c'est quelque chose que je conseille à mes étudiants parce que quand on va chercher dedans, on trouve des connexions entre toutes les langues et on voit les dérivations des sens. C'est vraiment très, très intéressant. Puis l'Inde, l'Iran, la Grèce, Rome, etc. Donc, c'est le livre d'Émile Benveniste. Bon, alors depuis, toute cette approche a été disqualifiée en linguistique. Moi, j'ai été formé plutôt en linguistique structurale, donc à la Saussure, si on veut. Et puis, en général, on s'est beaucoup moins intéressé à ça. On s'est moins intéressé aussi, par exemple, à ce que tu traites aussi dans la vidéo, aux flexions, comme on dit, c'est-à-dire à des confinas, qui était vraiment très élégant, absolument remarquable comme trouvaille, et à toutes leurs dérivations. Et puis, tout ce suivi dans le temps, on l'a un peu laissé tomber. Alors, en réalité, il y a quand même un courant qui s'appelle l'évolutionnisme culturel, qui a essayé de prendre cette longue durée comme mesure et qui suit à la trace l'usage des mots. C'est un peu les mêmes enjeux de propagation que le buzz, mais disons à un rythme totalement différent, puisque c'est sur la très longue durée. Alors, il y a alors, par exemple, voilà des exemples qu'on avait sur les types de langues. J'ai pris la façon dont les langues indo-européennes se sont organisées. Bon, j'ai pris un exemple sur l'italo-celtique parce que je suis breton, tu vois, moi aussi, les marges, les périphéries, ça m'intéresse. Donc, c'est pour ça que j'ai exploité ça. Et puis, on prenait ça aussi pour les mots. Juste un exemple pour dire, par exemple, l'anglais shall, you shall, effectivement, eh bien, on voit bien qu'il vient en réalité du même mot que couper en proto-indo-européen. Et en réalité, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, pour y représenter un devoir, une dette ou une obligation, eh bien, on coupait un morceau de bois. Alors, toute une histoire très matérielle qui se traduit dans des termes qui évoluent en faisant skull, en allemand skal, et puis après, on a effectivement, ça devient effectivement shall en anglais. Bon, voilà toute l'histoire qu'on avait. Alors là, par exemple, dans l'évolutionnisme culturel, en revanche, c'est quelqu'un comme Daniel Dennett, il a fait des choses tout à fait remarquables là-dessus pour essayer de comprendre comment nos façons de penser se structurent à travers des influences de termes, de concepts, d'idées, et puis pas seulement de termes, mais aussi quelquefois d'images. C'est le cas par exemple en architecture, etc. Donc tout cet évolutionnisme-là, c'est vraiment passionnant. Ça rejoint un peu, et Dennett l'a fait, ça rejoint un peu toutes les thématiques de ce qu'on appelle la mémétique, qui analyse ces mèmes sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Alors il y a maintenant l'intérêt, c'est qu'on a un outil pour mesurer certaines de ces choses-là. C'est ce qu'on appelle Google Ngram Viewer. Et je l'ai fait effectivement pour, alors évidemment, c'est embêtant, on ne voit pas peut-être sur l'écran si nos têtes apparaissent au bout de la courbe, comme sur mon écran, vous n'allez pas voir la fin, mais si vous voulez, le mot confinement, on voit bien qu'il a un pic en 1840, et qui en réalité n'est pas lié aux événements, au choléra, etc., tout ce qu'il y a pu y avoir dans les années 30, mais c'est en réalité au moment où Jérémy Bentham parle des prisons, et invente tous ces modèles de prisons et de panoptique, etc. Et donc c'est là où il y a un pic dans les livres. Et puis, ça remonte dans les années 80 à 2000. Et en fait, pourquoi ça remonte? Pas du tout en raison des épidémies, mais c'est en raison du nucléaire, puisque les questions de confinement sont associées à cela. Alors, comme je sais que tu as fait un sort à ton petit ennemi déconfinement, qui n'est plus un ennemi, que quand même un ami maintenant. Ça pose. Voilà. Eh bien, tu vois que déconfinement, alors là, ça dure jusqu'à 2010. Hein, mais déconfinement, il est remonté aussi, sans doute au moment de Tchernobyl, et sans doute lié au nucléaire. Quand on analyse les documents, c'est plutôt ça. Et puis on voit qu'il s'était effondré. Mais maintenant, il a une nouvelle vie. Voilà, donc tu lui as aussi fait un sort dans ta vidéo, donc tu pourras nous en dire plus.
pourrais avoir un gif à chaque pic comme ça, tu pourras avoir un gif d'un mec qui fait. Ah oui, c'est ça. À chaque mème, son gif. Et oui, moi, j'aurais bien aimé avoir ces courbes-là. Je n'ai pas pensé à utiliser Ngram Viewer pour écrire ma vidéo, mais moi, j'adore. Enfin, ça me nourrit à fond. Et ça aurait été drôle d'analyser ça et de parler dans le passé de confinement, parler de l'époque Tchernobyl et tout. Ça aurait été très marrant de dire qu'il était tout petit à cette époque. Mais oui, bien sûr, ces courbes sont intéressantes. Non, la vérité, c'est que j'ai pris conscience de cette histoire de mesure de fréquence de mots, parce que je ne pensais pas que ça se faisait. En assistant à une conférence d'Étienne Klein, et puis j'ai retrouvé ses propos dans un livre qui s'appelle Sauvons le progrès, qui est une sorte d'essai sous forme d'un dialogue avec Denis Lafay, et où il ouvre le bouquin en rappelant qu'il y a un sociologue qui s'appelle Gerald Bronner, tu le connais peut-être, je sais pas. Oui, bien sûr. Et qui a mesuré la fréquence du mot progrès, en fait, et qui s'est rendu compte qu'à partir des années 1980, en fait, le mot progrès a été en déclin, ce qui est un peu incroyable pour un mot comme ça. Et donc, accompagnant dans sa chute des mots comme brevet, invention, application, qui animait un peu la communauté scientifique, et puis qui a laissé la place à un mot qu'on entend beaucoup et qu'on sacralise, c'est le mot innovation. Tout le monde innove à tout va en ce moment. Mais ce qui est marrant, c'est que je trouve que quand même, le mot progrès installe quand même l'idée d'une vision commune. C'est un peu ce qu'il dit dans le bouquin. L'idée d'une vision commune, l'idée d'une direction, d'un sens. Et aujourd'hui, la quête de sens est très au centre de pas mal de. Le centre des préoccupations de pas mal de monde et au centre de mes sketchs, de mes vidéos aussi. Et je trouve que le mot innovation, moi, je trouve que ça se réfère de plus en plus à de petites inventions comme ça qu'on greffe pour essayer d'améliorer le quotidien. Mais quelque part, tout le monde innove tous azimuts et on perd cette notion de direction, de sens. Et c'est très représentatif de ce qu'est la société aujourd'hui, je trouve. Et puis avec l'agitation qu'il y a sur les réseaux sociaux qui nous fait perdre un peu l'attention sur les mots et sur ce qu'on devrait viser un peu collectivement, nous disperse. Et la fréquence du mot innovation comme ça qui monte en flèche par rapport au mot progrès qui régresse en fait, il y a vidéo là quand même, hein. Il y a possibilité de sketch. C'est vraiment symptomatique et représentatif de ce qu'on vit aujourd'hui. Donc voilà, ça rejoint ce que tu disais. Après nous, naturellement, on est le reflet de ça parce qu'on essaie de vivre avec notre temps, d'être moderne, hein, sinon on meurt si on passe un petit peu, si on loupe un peu le coche. Et nous, on est des bons indicateurs en tant qu'humoristes. On est des indicateurs en décibels de la modernité d'un mot et de sa fréquence. Typiquement, si j'arrive sur scène et je dis bonsoir, ça gaze, je me prends un four. Il y a beaucoup de gens qui vont partir. Enfin, je ne sais pas si physiquement ils partiraient, mais dans leur tête, ils sont déjà partis. On se dit oula, au secours, on ne va pas t'écouter, quoi. Et il y a un blanc qui peut s'installer. Si un type arrive et dit ça gaze aujourd'hui, s'il n'analyse pas derrière, s'il ne réagit pas à ça, ouais, c'est problématique. Et donc, je pense qu'on pourrait faire venir des humoristes sur scène, mesurer en décibels et voir, selon les mots qu'ils utilisent, le degré de malaise mesuré par des décibels assez faibles et le four qu'ils se prennent, la modernité de tel ou tel terme. Oui, effectivement, en plus sur Progrès, ça serait très intéressant parce que tu pourrais lire à côté de Bronner, tu pourrais lire ce que dit Bruno Latour là-dessus, puisque précisément c'est bien ce trouble dans le progrès dans lequel nous sommes actuellement, c'est-à-dire cette certitude que nous avions qui fait que tous les mots qu'on pouvait employer de façon automatique et qui marchaient, qui déclenchaient des choses dans la tête des gens tout de suite, ben là, c'est plus tout à fait comme ça, ça fonctionne plus, il y a du doute, il y a du questionnement et il y a effectivement du coup cette espèce de petit hamster qui tourne dans sa roue, qui fait de l'innovation à tour de bras, Mais la table n'avance pas. La table sur laquelle il est posé n'avance pas du tout, en fait. Et voilà. C'est pas qu'elle n'avance pas, c'est qu'elle essaye d'avancer dans toutes les directions. Elle-même, elle est sur des roulettes qui tournent. Exactement. Et en plus, c'est devenu ringard d'utiliser le mot progrès, quoi. Bah oui. Il y a eu l'expression on n'arrête plus le progrès. Et du coup, tu as l'impression d'être dans les années 40 quand tu dis progrès aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais tu n'innoves pas, tu progresses. Alors, donc, tous ces mots là qui émergent ou qui disparaissent, là, il faut bien voir que c'est une forme d'attention collective qui évolue, qui se mobilise
qui ne peut pas se mobiliser en même temps sur tout, hein, de toute façon. Mais il y a ces grandes tendances que tu évoques, là, effectivement. Il y a des mots qui sont en compétition. Alors, toi, tu le mets bien en scène aussi, avec des voisins ou avec des zonards de la périphérie de la langue, effectivement. Alors, il faut bien savoir, effectivement, que l'attention individuelle, la mémoire qui va avec aussi, d'ailleurs, ben, elle est limitée à nos heures de veille, déjà. Moi, je dors un certain nombre d'heures dans la nuit, mais sans doute que toi aussi, j'espère, pour ta santé mentale. Et de fait, on n'a que un certain nombre de mots actifs. On dit que dans le Robert, il y a 600 000 entrées dans le Robert, mais en fait, il n'y a que 6 000 mots qui sont réellement utilisés par les gens dont on dit qu'ils ont de la culture générale, comme on disait, vieux mots aussi, là, qui a du mal à survivre aussi. Et puis dans la vie quotidienne, en fait, on est plus proche d'ailleurs des 500, des mots utiles, quoi. Alors, pour te donner des exemples de ce que moi je faisais à une époque, moi je faisais des modes d'emploi. Ça, c'est quand même assez bizarre, mais effectivement, comme je faisais beaucoup de socio des techniques, effectivement, et de linguistique liée à ça, les modes d'emploi, c'est une façon d'analyser comment on contraint, on guide les usages. Et alors, l'idée, c'est que quand on travaillait dans l'industrie aéronautique, par exemple, eh bien, on utilisait ce qu'on appelle du français simplifié, enfin, plutôt de l'anglais simplifié d'ailleurs, et ça pouvait être, l'objectif, c'est que ça devienne très technique, quoi, totalement univoque, comme on dit, c'est-à-dire avec un seul sens possible, parce que s'il y a malentendu, évidemment, dans ces industries-là, tu risques l'accident, quoi. Donc, ça pouvait se comprendre. Alors, je te donne un exemple, par exemple, voilà, dans un matériel grand public, tu vois tous les termes techniques pourtant, hein, où on dit que la technique, c'est très précis, etc. En réalité, tous les termes qu'il y a, curseur, sélecteur, bouton, bague, levier, interrupteur, touche, pour parler de la même chose, hein. Et on a les expressions qu'on trouvait dans différents supports techniques: appuyer sur le côté, maintenir enfoncé, placer, déplacer, glisser, etc., enclencher. Si tu as un bazar comme cela qui est proposé, bien évidemment, tu as une grosse incertitude. Quand c'est des enjeux de sécurité, ça ne marche pas. Donc, on tend à réduire précisément toute cette comment dire, plurivocité, c'est-à-dire cette multiplicité de sens. Et de fait, là, la simplification consistait à fixer un seul sens pour un seul terme, avec un seul usage derrière. En fait, ce qui se passe, et c'est ça où on voit bien comment la technique dans son ensemble, et notamment la programmation aussi, vise à faire en sorte que pour que les actions soient efficaces, il faut qu'on réduise la langue à une seule signification et une seule interprétation, et on la réduise, ce qu'on appelle plutôt à un code, en fait. Alors évidemment, je vois bien que c'est le genre de truc qui casserait des métiers comme les tiens, les métiers de jongleur de mots. Là, évidemment, ça ne marcherait pas, quoi. Donc, on est dans le code plutôt que dans la communication. Et quelquefois, on se demande si ça ne s'étend pas en dehors de la sphère technique, parce qu'on finit par penser que tout le monde interprète exactement de la même façon chaque terme, alors que ça, c'est faux. Le principe de tous les mots et de toute la langue en général, c'est qu'effectivement, il y ait plusieurs sens et qu'il y ait des ambiguïtés, qu'il y ait des malentendus, effectivement, et qu'il y ait des interprétations non conformes. Alors, je note d'ailleurs à propos de confinement, que Macron lui-même n'avait pas du tout employé le mot. Le premier discours, le 16 mars, il s'était débrouillé pour dire, par exemple, nos déplacements seront très fortement réduits, les groupements extérieurs ne seront plus permis. Il n'a jamais employé le mot confinement, ça avait été noté. Parce que précisément. Il a laissé Philippe le dire le lendemain. Dis-moi, oui, c'est ça, exactement. On se distribue le rôle, bad cop, good cop. Mais moi, je prends guerre, tu prends confinement. Excuse-moi, vas-y. Il a dit, moi, je prends guerre, toi, tu prends confinement. Chacun. Voilà. Donc, on voit bien toute la connotation qu'il pouvait y avoir, qui est une connotation effectivement très disciplinaire, d'une certaine façon, qui n'est pas très, très bonne politiquement à apporter, quoi. Or, c'est très, très important parce que le mot qu'on choisit, alors ça, c'est des choses que toutes les sciences sociales connaissent, mais qui est vraiment très important en sciences politiques notamment, c'est-à-dire que tous les mots qu'on choisit vont contribuer à cadrer un problème, vont dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut le penser. Et derrière, il y a tout un ensemble de concepts, un ensemble de références qui vont venir et pas les autres. Et donc là, en fait, la façon de poser le problème est définie. On est sur, je dirais, des rails cognitifs d'une certaine façon. Et alors, toi, tu as très bien montré ça avec la langue startup, parce qu'en réalité, c'est comme s'il y avait tout un modèle de management qui venait avec et qui était embarqué. Et une fois qu'on a rebaptisé un certain nombre de choses d'une certaine façon, c'est parti. Ouais. Alors, avant de rebondir là-dessus, sur cette histoire de startup, déjà pour la partie sur la simplification, le fait que tu aies rédigé des manuels techniques, moi, ça me vend du rêve en tant qu'humoriste. C'est Euro Disney pour moi d'avoir quelqu'un en face de moi, en vrai, un être humain qui a rédigé ces trucs-là. Donc, s'il te plaît, je voudrais me targuer d'un selfie un jour avec toi parce que c'est quand même assez exceptionnel pour moi. C'est comme si c'est comme si j'ai rencontré un enfant, rencontré la Reine des Neiges. C'est quelque chose. Mon cœur bat très fort. Et non, par contre, cette simplification, je trouve qu'elle, pour compléter ce que tu dis, c'est marrant, elle fait écho à une vidéo que je vais sortir bientôt
mais elle contribue à aseptiser le monde de l'entreprise, en fait, parce que le monde de l'entreprise, et encore plus aujourd'hui, on fait vachement gaffe à ce qu'on doit dire, et on aseptise, et donc on doit vraiment faire en sorte que les mots soient très clairs dans ce qu'ils désignent, etc. Ça va pas arranger les choses en termes d'aseptisation du monde de l'entreprise et une espèce de robotisation des gens dans ce milieu-là. Et donc, ouais, la langue française, dès lors qu'elle touche au monde du travail, va ressembler à ton tableau de correspondance là, qui ressemble à un plateau de jeu de Go noir et blanc plutôt qu'à une belle palette désiguale qui est un peu plus ma vision de la langue française. Pour revenir à Macron aussi, ce qui est marrant, c'est qu'en effet, il n'a pas dit confinement. Au début, moi, ça m'a un peu choqué. Mais pourquoi il ne dit pas les choses mais quelque part, il a un peu eu raison parce qu'en effet, ça détermine vraiment la manière la conception qu'on a d'un phénomène. Et hier, j'ai regardé le tweet que Hélène de Sciences Po a mis pour annoncer ce webinaire, et elle a mis une photo de la définition du mot confinement dans mon dictionnaire, chose que j'avais pas été regarder en fait avant d'écrire le sketch. Et en fait, la définition, c'est fait de se confiner, situation d'une population animale resserrée en grand nombre dans un espace étroit. Moi, si mon fils, qui a regardé le discours, il a 6 ans, il a regardé le discours de Macron, il m'avait dit c'est quoi confinement, et que je lui avais lu la définition en lui disant c'est quelque chose qui est réservé aux animaux qui sont très serrés dans un endroit pas très très grand, il m'aurait dit donc on va vivre comme des cafards. Et donc quelque part, ça aurait vraiment donné une autre vision du mot confinement. Et j'imagine, Macron, je préfère largement qu'il le regarde comme ça en disant nous sommes en guerre plutôt que nous allons vivre comme des cafards pendant 2 mois. Ça change la donne, c'est pas pareil. Et quelque part, on a une meilleure estime de nous-mêmes finalement en tant que guerriers solidaires, voilà, dans le combat, que si on était vus comme des animaux qui se confinent comme ça, calfeutrés chez eux. Donc oui, bien sûr, c'est très important, le choix des mots. Définir, c'est limiter, comme on dit. J'ai vu ça passer aussi. Et il y a une connotation, une couleur dans les mots de par leur passé, de par leur pic ancien, leur casier judiciaire, qui détermine vraiment qui détermine presque le sens qu'on leur donne. Et c'est là que je rejoins un peu ce sujet sur lequel tu m'invites à discuter, celui des startups. J'ai rien contre les startups, mais j'aime bien les railler et rire surtout de la mode qu'il y a autour et de cette immaturité chez la plupart des startupeurs, je trouve, qui sont souvent jeunes, souvent sortent d'études et puis se disent tiens, je vais révolutionner le monde, je vais disrupter le monde, et qui du coup sont dans une sorte de mimétisme comme on en a chez les enfants ou chez beaucoup de gens qui suivent la mode comme ça, ou dans le jeunisme de ces soixantenaires qui se mettent à porter des pantalons skinny. Et forcément, ça sort, quoi. Et c'est un peu la même chose chez les start-upers. Mais ce qui est dangereux avec ça, c'est que ça renvoie à une façon d'être qui n'est pas la leur. Ils vont essayer d'imiter un peu cette façon d'être à l'ouest des États-Unis, dans cette startup nation dont ils rêvent. Et ils vont se réapproprier les mots pour rentrer dans ce moule. Et c'est là que c'est dangereux parce que typiquement, le mot disruption, disrupter, il est utilisé à tout va pour dire, parce que maintenant, en fait, déjà, le mot startup n'est pas clair. Donc, tout le monde est start-upper. Maintenant, tu vas bientôt avoir des chauffagistes qui montent leur société, leur SARL d'artisans et qui vont dire je suis start-upper. Des gens qui vendent des biens de première nécessité qui vont dire qu'ils sont start-uppers. Alors qu'à la base, il y a la notion de disruption. Donc, pour dire je suis start-upper, je disrupte. Et donc, forcément, je fais rentrer des carrés dans des rangs en disant ce que je fais est disruptif, quoi. Et donc, finalement, tout est disruptif. Et quand tout est disruptif, rien n'est disruptif. Et par contre, tout le monde prétend changer le monde. Et c'est pour ça, je trouve que ça forge un peu et ça donne de la force au mot innovation. Parce que tout le monde, au bout d'un moment, a l'impression d'innover au regard de ce genre de termes comme start-up ou disruption. Et nous, chez nous, c'est très drôle parce que c'est ridicule. Quand tu prends un peu de recul par rapport à ça et tu vois les gens s'agiter, c'est marrant, c'est du pain béni pour nous. Donc ouais, trop de disruption tue la disruption. Oui, alors effectivement, en plus, il y a des termes qui, eux, fonctionnent et précisément se diffusent, et puis d'autres, on dirait, qui ont du mal à imprimer. Parce qu'ils sont aussi, d'une certaine façon, ils sont façonnés d'une façon
ils sont bancals, comme tu le dis d'ailleurs dans ton sketch, effectivement. Il y a des mots, et voilà, les mots moches, quoi. Bon, et ceux-là, pas de chance, ils ont peu se propager, même si en réalité, potentiellement, ils sont précis ou ils sont intéressants, etc. Mais c'est pas le problème. Donc, en réalité, moi, ce sur quoi j'avais travaillé, c'est aussi de comprendre pourquoi il y a certains de ces mots-là qui, justement, captent plus l'attention, parce que dans la mesure où il y a un flot continu de signaux, eh bien, notre attention, elle va sélectionner ce qu'on appelle des saillances, c'est-à-dire certains éléments qui font que ce terme-là va tout de suite se connecter à d'autres univers, etc. Alors, j'avais créé dans les années 2000 des laboratoires d'usage en France, et il y en a un qui fonctionne toujours, qui s'appelle Lutin, à la Cité des Sciences. Tu es mon héros, Dominique. Comment ? Tu es un héros pour moi. Tu es une muse. Bah, écoute, et oui, on entend rarement des gens dire j'ai créé un laboratoire d'usage. Ah ben oui, c'est vrai. Oui, tu peux aller voir encore à quoi ça ressemble. Et donc l'intérêt pour nous, c'était effectivement de voir le rôle de la forme de ces mots ou de ces images pour capter l'attention, notamment pour le design des interfaces, mais aussi et ça, on pouvait faire ça. Tu vois, alors là, je vais te revenir à partager l'écran. Je vais te montrer ça. On va continuer on va le faire avec, si j'arrive à le faire bouger, mon écran, voilà, avec des systèmes d'eye tracking. Alors, il met ça aussi avec des appareils qu'on se met sur les yeux ou d'autres qu'on met sur la machine en face de soi et qui captent, avec de l'infrarouge, qui captent les mouvements oculaires, les saccades, leur durée, leur positionnement. Et puis, ça donne des traces sur les écrans. On repère ce qu'on a regardé, comment on s'est fixé, à combien de temps on est resté, et le parcours qu'on a fait, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant. Ça aide évidemment à une forme de design par la suite, puis ça aide à des formes de stratégie de la part de ceux qui conçoivent des sites web, des interfaces, des pubs, tout ce qu'on veut, etc. Bon, même des slogans politiques, etc. Alors évidemment, on peut critiquer cela, on peut se dire c'est quand même un peu lamentable de manipuler comme ça notre regard, mais bon, de fait, de toute façon, notre attention est sélective. Alors ceux qui lancent des messages, ils ont intérêt effectivement à cibler un certain nombre de choses. Et de préférence, il se trouve que sur les réseaux sociaux, on sait bien que c'est plutôt ce qui va nous choquer ou ce qui va nous séduire, mais qui va attirer notre attention. Donc, c'est effectivement ce qu'on cherche à suivre avec nos techniques numériques. Et puis, on cherche à suivre ça aussi sur Twitter, par exemple, ou sur Twitter, ou sur les mèmes qu'il y a sur Internet, par exemple. Toute cette population de mèmes, maintenant, cette culture des mèmes Internet, qui est familière de toute une génération, moins des plus anciens, mais qui, en réalité, constitue une bibliothèque et des ressources constantes, parce que tout ça, on reprend les mêmes images, le serpent, la baffe de Batman, etc., mais tout ça est complètement réinterprété avec d'autres termes, etc. Donc, je dirais qu'il y a certains mots, en fin de compte, ou certaines images, qui finissent par nous contaminer d'une certaine façon, car par contaminer notre cerveau à l'insu de notre plein gré. Voilà encore un terme qui a bien fonctionné, voilà un mème qui s'est reproduit, etc. Donc, en réalité, il y a toujours cette bataille entre les différents termes pour recadrer un problème. Et moi, ça me fait penser à une époque où j'étais dans la Commission nationale du débat public sur les déchets nucléaires. Et puis, si j'employais le mot enfouissement, comme ça, par facilité, je me faisais immédiatement tacler et reprendre par le sénateur, par l'Andra, par les institutions qui me disaient non, il faut dire stockage de déchets radioactifs, de préférence en couche géologique profonde. Voilà ce que tu as, par exemple, sur la page de Google de résultats à ce moment-là. Donc, on voit bien qu'il y a toujours enfouissement, mais il y a aussi stockage, parce que enfouissement, ça le fait pas. Ils t'ont dit comment nommer les aspérités que les gens ont sur la peau après? On appelle ça comment? Ils t'ont donné un terme pour appeler les aspérités qu'on a sur la peau, résultant du stockage des déchets radioactifs. Et éventuellement, voilà. Donc, évidemment, mais comme c'était un terme qui, précisément, l'enfouissement était utilisé par les opposants, notamment au site de Bure, etc., donc il ne fallait surtout pas employer ce terme-là. Et puis, en fin de compte, c'est quelque chose qu'on fait en permanence. On se retrouve, sans le faire exprès, à choisir son camp. Par exemple, le réchauffement climatique, il a été renommé changement climatique pour atténuer la violence de l'affaire ou la précision. Le président, quand il dit qu'il n'aime pas le terme violence policière ou pénibilité, bon, il fait la même chose, quoi. Il enfouit d'une certaine façon la controverse ou la réalité du phénomène, d'ailleurs, pour proposer un type de cadrage du problème. Puis on trouve ça aussi dans tous les métiers, pour la connotation de certains métiers qui sont disqualifiants. Bah ça, hop, on l'a en permanence. Bon, les startups se débrouillent bien aussi pour faire ça. Ouais. Bah, la forme et le fond, en effet, commencent à se mélanger. Et c'est là que ça devient dangereux. Pour parler de la forme pure, parce que tu parlais de la forme des messages, nous, c'est une question qui est centrale chez nous. Plus la part de comédien qu'il y a chez l'humoriste que la part d'auteur.
Bien sûr, on passe des heures, nous, à délirer sur la formulation d'une vanne, sur quel mot on va utiliser, tout ça, c'est un peu comme ça. Mais après, on se dit comment je vais vendre la vanne, sous quelle forme, comment je vais la jouer, quelle mimique, quelle intonation, etc. Et donc, forcément, ça me rappelle ça quand tu parles de forme. Et je trouve que c'est même la marque des grands humoristes, c'est de marquer les esprits et de faire rentrer des expressions ou des mots dans la vie quotidienne des gens, parce qu'ils ont une certaine façon de le dire. Florence Foresti, quand elle dit « on est large », maintenant les gens le disent, ils ne savent même plus que ça vient du sketch. En fait. Il y a un moment où ils vont intégrer, leurs enfants le disent « on est large », alors qu'ils n'ont même pas connu Foresti. Et c'est fort, c'est pas faux de Astier dans Kaamelott. Moi, je peux plus manger de sushi. Je dis jamais j'adore les sushis. J'ai l'impression de plagier des Gad Elmaleh. Donc je dis j'aime les sushis, quoi. Mais en tout cas, c'est bon les sushis. Mais c'est très dur. C'est vraiment ça. Ça rentre vraiment dans le quotidien des gens. Et parce qu'il y a un grain dans la manière de dire les mots parfois qui marque les esprits. Et donc, salope, pour rendre hommage à Libedos, typiquement. Alors, heureusement, ce mot-là n'est pas trop utilisé. Heureusement, il y a un respect de la femme aujourd'hui qui est bien connu, hein, qui explique d'ailleurs que le mot MeToo a complètement disparu des courbes de tendance. Hein. Aujourd'hui, le problème est résolu, évidemment. Non, hélas. Et tout ça pour dire que oui. Donc ça, c'est la forme. Après, pour ce qui est du fond, oui, moi, j'aime bien rire de ça, du fait qu'on on désigne le même concept par des mots plus ou moins positifs selon le camp dans lequel on se retrouve, justement. Et dans les intitulés de métier, moi, j'en vois pas mal passer parce que je suis sur LinkedIn beaucoup. Et c'est vrai que quand tu vois tous les mots en si quelque chose, en 3 mots, déjà, c'est un acronyme, le terme. Donc, déjà, respect parce que mon job, c'est un acronyme. Genre, je suis CHO, je suis CTO, je suis machin. Déjà, c'est compliqué. Donc, c'est mon job, ok. Donc respect parce que tu peux pas comprendre ça. On a dû mettre des acronymes sinon c'est trop long à juste pas expliquer, à énoncer. Donc déjà l'acronyme fixe un truc. Après c'est des acronymes dérivés de l'anglais. Il y a le C de Chief Happiness Officer, il y a Chief dedans, donc il y a chef pas. Et puis pour couronner le tout, il y a l'anglais qui vient créer une distanciation comme ça supplémentaire. Et tout ça pour dire que ouais, les mots clairement, les mots qu'on emploie font choisir le camp auquel on appartient. Et pour reparler de Macron, un discours un webinaire d'ailleurs qu'il a consacré aux intermittents du spectacle m'a particulièrement intéressé en tant qu'intermittent du spectacle. C'est celui où il a annoncé qu'il offrait très généreusement une année blanche à tous les intermittents. On attend le décret par contre. Comment ça va se passer. En tout cas, pendant ce webinaire, il a utilisé un mot et qu'on voit d'ailleurs à tout va et beaucoup sur LinkedIn, c'est le mot réinventer. Alors en insistant sur le R, on n'invente pas, hein, on réinvente. C'est-à-dire qu'il va y avoir un concept de réinnovation. Avant d'innover, on va réinnover et réinventer ensemble. C'est très feel good, c'est très positif tout ça. Et ça veut dire, c'est bon, on oublie le passé, on se tape dans la main et on regarde l'avenir et on réinvente ensemble. On va créer des choses avec des Lego, avec des caplas. On va réinventer le métier de comédien, sachant qu'il n'y a pas de salle, sachant que vous allez devoir mettre un masque et que vous allez jouer devant 4 fois moins de monde dans des salles où les gens vont se regarder à distance et flipper. Et on va réinventer les choses. Bref, je ne veux pas critiquer ça parce que bon, après l'idée est jolie, je trouve, d'essayer de faire comme on peut avec ce qu'on a, mais c'est ça la réalité, c'est on va se débrouiller. C'est plus ça le mot qu'il fallait utiliser. Mais une même notion peut être citée, peut être désignée par des mots différents et il y a un danger autour de cet excès de positif dans le langage qu'on utilise. J'ai vu que dans le chat tout à l'heure, il y a des gens qui disaient ouais, il a pas utilisé confinement, mais il a abusé de mots comme résilience, sobriété, etc. Ouais, qu'il a piqué à Pierre Rabhi et autres. Mais qui ou bienveillance, voilà. Enfin, bref, tout le monde va se lâcher là. Mais cet excès de langage positif, alors moi je prends pas parti dans cette affaire, mais je vais pas non plus me réapproprier le truc, mais il y a une vidéo, il y a Franck Lepage qui est un comédien, humoriste et bien plus, qui fait de super vidéos là-dessus et qui pendant l'épisode sur la réforme des retraites
à parler des dérives langagières ou des bavures langagières, parce qu'on parle de bavures policières, on pourrait parler de bavures langagières positives, et qui souligne ce passage du terme, de l'expression régime général des retraites, à un régime universel. C'est vrai, quand tu utilises le mot universel, c'est imparable. Tu ne peux pas critiquer le mot universel. C'est beau, ça fait référence à la déclaration universelle des droits de l'homme. Tu vois, c'est beau, on est tous amis, on est tous genoux à terre et on se tient main dans la main. Alors qu'en fait, il y a en fait, derrière, c'est nivellement, et nivellement par le bas. Alors que le combat pour passer le combat, c'est d'essayer de mener tout le monde vers mieux et pas reniveler et remettre tout le monde vers ce qu'il y a de moins bien. Et c'est un peu l'idée sous-jacente derrière la justice sociale à laquelle aspire cette réforme des retraites. Bref, je ne veux pas juger ou donner mon avis là-dessus, mais c'est juste qu'en tout cas, il utilise un terme, Franck Lepage, qui lui, pour le coup, est bien clair sur sa position, parce qu'il en sait vachement plus que moi sur ce sujet, c'est pour ça qu'il s'exprime un peu plus là-dessus. C'est le mot résistance au langage ultra positif. Il y a une notion de résistance qui est un mot utilisé, je crois, par Mélenchon pendant sa campagne, mais qui montre bien que le camp qu'on choisit, il se fait maintenant à travers les mots. Et donc, il y a un peu cette dualité dans les camps, et on va vers une fracture sociale. On en parlait tout à l'heure, mais en tout cas, les mots aujourd'hui, les mots qu'on emploie font choisir le camp auquel on a. Oui, c'est vrai qu'on peut, même indépendamment du fait de le dire brutalement en termes de camp, il peut y avoir aussi justement se retrouver dans un courant idéologique ou bien seulement dans une appartenance à un groupe. Donc, quand on choisit un certain nombre de termes. Alors, par exemple, il y a quelqu'un qui a publié, Stéphane Velu, qui est un prof, chef de service en neurochirurgie au CHU de Tours, qui a publié quelque chose justement sur le langage comme symptôme dans l'hôpital, avec un certain nombre de termes, dont les bed managers, évidemment. Donc, tu aurais pu exploiter tout ça de façon certainement extraordinaire aussi. La T2A, la tarification à l'activité, les groupes homogènes de malades, les GHM, les EHCS, etc. Donc, en réalité, il faut bien reconnaître, pour éviter la caricature, que tous les métiers, finalement, finissent par avoir leur langue de spécialité, quoi. Même nous, les sociologues, les chercheurs en sciences sociales en général, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui très vite nous repéreraient comme jargonneux. Et donc, ce n'est pas hasard de ce point de vue-là. L'idée pour nous, en revanche, quand on fait des activités scientifiques, c'est de travailler sur ces concepts pour dire, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux dire? Donc, c'est quasiment toute la science, on passe notre temps à faire ça, y compris les sciences physiques, d'ailleurs, nous le reprochent de faire que ça, quelquefois. Et donc, on passe notre temps à dire, est-ce que vraiment il faudrait employer ce terme-là ou pas, etc. Parce que derrière, on sait bien qu'on embarque tout un tas de choses et d'idéologies qu'on ne voudrait pas avoir ou de concepts qui sont associés à d'autres auteurs, etc. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué et que ça fait un peu coupeur de cheveux en quatre quelquefois, mais ça fait partie de notre activité scientifique, quoi. Alors, y compris quand on est, par contre, comme utilisateur, quand on a affaire au monde médical ou quand on a affaire au droit, etc., on se retrouve dans la position d'ignorant et on voit bien qu'il y a certains termes qui sont utilisés, par contre, pour marquer des hiérarchies sociales. Là, ce n'est pas des camps, c'est des hiérarchies sociales. Et ça change d'ailleurs quand il y a des associations de patients ou des associations de justiciables qui se mettent dans l'affaire, parce que là, du coup, il permet de réapproprier les termes et de les réinventer, pour reprendre le terme que tu as, de les récupérer à leur profit pour renverser un peu cette domination-là, d'une certaine façon. En réalité, là, on est un peu dans ce que disait Bourdieu, sur ce que parler veut dire. Ça, c'est une vision assez classique des choses, où les positions sociales sont à la fois reproduites et mobilisées dans les usages de la langue, et tout ça est toujours conflictuel. Donc, c'est des choses qui sont un peu connues. Moi, j'essaye de faire un peu autre chose, dans le sens où je considère que dans la langue, effectivement, il y a aussi des propagations, et c'est ça que je veux traquer, donc des effets d'influence et des effets qui ne sont pas directement liés à des positions qu'on pouvait identifier a priori, parce que tout le monde, tout d'un coup, s'agrège autour d'un mot, et se retrouve de fait à dépasser, y compris ce que Bourdieu appelait des conditionnements, d'une certaine façon, ou ce qu'on peut appeler des conditionnements sociaux, quoi. Oui, alors c'est marrant parce que tu fasses référence au monde des hôpitaux, parce que ma dernière vidéo, elle est sur les EHPAD, et j'incarne un patron, un directeur de pôle d'EHPAD qui utilise tout ce langage. Et la vidéo date un petit peu parce que je tarde à sortir une nouvelle vidéo, mais je suis en train de me réinventer aussi. Et donc, ça devrait arriver bientôt. Mais oui, en tout cas, c'est vrai que ajouter de la technicité comme ça dans le langage, forcément, force le respect.
et donne la légitimité à ce qu'on est. Donc forcément, elle marque une appartenance. Ouais. C'est marrant parce que j'ai eu affaire à un notaire récemment et c'est vrai que quand tu lis un compromis de vente, par exemple, un truc comme ça commence par… Il n'y a pas la date comme… C'est pas écrit Paris ou Lyon le 4 juin 2020. C'est écrit en l'an 2020. Donc ça impose tout de suite un truc genre moi, je suis détenteur d'un grimoire où il y a un secret dedans. Mec, je suis en train d'acheter un garage. Donc, mais voilà, il y a une sophistication parce que ça permet de tout de suite se protéger. Moi, il y a un côté protecteur, je trouve, dans les mots. C'est une coquille derrière laquelle on se cache. Et aussi, c'est prétexte à gagner du temps, le jargon. C'est marrant que tu parles de renouvellement des termes assez fréquents comparé à ceux qu'on utilise dans la science physique, par exemple. Heureusement que les termes scientifiques ne changent pas tout le temps, parce que sinon, ce serait pénible. De changer la désignation de ce qu'on appelle la température tous les 15 jours, ce serait pénible. Parce que, mais en tout cas, le fait le jargon en général et et les changements de mots, de glossaire, etc., ça c'est très, très fréquent dans les entreprises. Et ça justifie le job de plein de monde, de discuter du sens qu'on donne à des termes qu'on a inventés nous-mêmes ou des acronymes qu'on change tout le temps. Et ça nourrit des gens, vraiment. Il y a des histoires d'amour qui naissent de ça. Même vraiment, il y a des enfants qui naissent, qui sont le fruit de débats comme ça, parce que une réunion un peu houleuse comme ça, et tac, derrière, naissance, quoi. Mais moi, je trouve ça dingue. Je trouve ça beau que les mots donnent vie, donnent la vie. Ouais, en tout cas, il y a une forme protectrice, je trouve, dans l'excès de jargon. Et pour revenir à cette histoire de ce que dit Bourdieu et dire voilà à quelle classe sociale on appartient, c'est vrai que là, les mots qu'on utilise, des termes, vont fixer la frontière entre deux camps qui sont en train de se dessiner, qui sont plus droite-gauche comme avant, mais plutôt vainqueurs de la mondialisation et grands perdants, quoi. Et donc c'est un peu la dichotomie Macron-FN aujourd'hui. Hein, c'était eux qui étaient au deuxième tour, c'était pas Fillon et c'était qui à gauche, je sais plus, Hamon, ouais. On oublie vite. Et ouais, donc c'est clairement, les mots qui sont utilisés sont clairement représentatifs de cette fracture sociale qui se dessine et qui font d'ailleurs les succès en librairie en ce moment. C'est le livre de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, dépeint très bien cette fracture justement entre ce que certains sociologues aujourd'hui, je suis en train de découvrir ça, appellent les anywhere et les somewhere. Donc ceux qui prétendent encore appartenir à une terre, à avoir un ancrage, et c'est souvent en province, dans des villes qu'on appelle périphériques, et puis les gens des grandes métropoles qui sont quelque part un peu de partout et nulle part, quoi, mais qui maîtrisent certains termes que c'est trop compliqué que je t'explique parce que voilà, moi je viens un peu de ce monde-là, j'avoue, et aujourd'hui j'en ai même fait presque une ligne éditoriale, mais je suis un peu entre les deux à l'incarner et à en rire parce qu'il faut en rire. Il y a une part de ridicule là-dedans, évidemment. Oui, il y a un peu ce qu'on appelle aussi ceux qui utilisent les anywhere, comme tu dis, qui utilisent le globish aussi. Hein. Qui, en fait, on ne se rend pas compte, tue l'anglais lui-même. C'est un peu le problème. Oui, c'est que les Anglais devraient être furieux de voir ce type d'usage de l'anglais. Mais bon. Ouais. Donc, en fait, alors moi, ce qui m'intéresse pour terminer, parce qu'on ne va pas être très loin. Juste, Dominique, tu as dit le globish, on ne dit pas le globish, on dit le globish. Ah bon, globish. Il n'y a pas de W. Globish, ça va s'écrire bientôt G-L-A-U. Globish, ok. Globish. Ok, merci. Je vais faire mon updating. Okay. Parce qu'après, Google, il va avoir du mal à trouver le mot-clé. Donc, il faut d'accord. photographe pour lui donner. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse dans tous ces phénomènes-là, c'est que, au-delà de la discussion sur les mots, certains mots et certaines évolutions culturelles, c'est qu'en réalité, il y a aussi en même temps une forme d'orientation de notre regard sociologique qui peut changer, ou de sciences sociales en général. Alors, c'est pour ça que j'ai produit un petit modèle que je vais essayer de te montrer, qui est celui-là, qui permet de dire que moi, je travaille plutôt sur ce que j'appelle les troisième générations, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux traces, au big data, à tout ce qui se réplique, dont les messages, tous les termes, etc., qui sont propulsés par les plateformes du web, etc.
Et on voit bien que ce n'est pas tout à fait ce qu'on faisait dans les sciences sociales habituelles, c'est-à-dire qu'y compris en termes de langue, on pouvait établir des langues stabilisées, et donc on fait des structures sociales, et là on est dans la première génération, on recense un certain nombre de choses. Tout ça, c'est des choses qui ont existé et qui continuent à exister, hein. Ça En a faisant du toujours une porte-à-porte. valeur. Hein. Dis-moi. En faisant du porte-à-porte. Alors ça, c'est pas pour les... Oui, pour les recensements, si, mais maintenant, ça change, les techniques changent aussi, même pour le Les recensement. mecs, c'est des cookies, les mecs. Oui, oui, exactement. Bonjour, c'est cookie. C'est cookie. Alors, c'est le cas aussi pour les sondages. Là, par contre, la méthode des sondages, effectivement, là, on prend le point de vue des préférences individuelles et on essaye de comprendre comme, ce qui nous agit. Alors, de temps en temps, c'est vrai, dans tout ce qu'on a dit, là, on a l'impression qu'on est influencé soit par les messages, ce que j'appelle moi des voisinages, des influences de proximité, etc. C'est là-dessus que je travaille. D'autres diront, un peu comme Bourdieu, qu'on est plutôt influencé par nos héritages, par tout ce qui vient de notre passé, des structures sociales, deux points de vue qui sont tout à fait valables. Mais il y a aussi ceux qui disent, non, on a aussi des moments où on fait des choix, hein, on fait des préférences individuelles et on fait des arbitrages. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans notamment toutes les études à partir des sondages, etc. Donc l'idée, c'était de dire surtout pourquoi moi les réplications et tout ce qui porte sur les messages et toutes ces propagations m'intéressent, c'est que c'est non seulement un sujet intéressant en tant que tel, c'est aussi l'occasion de se rendre compte qu'on peut avoir un regard qui fait que le social, il est influencé par ces types de proximité, par ces types de contagion, et du coup qu'on n'est pas toujours maître un peu de ce qu'on veut dire, de ce qu'on voudrait dire, de ce que l'on croit contrôler dans nos existences. En réalité, on se fait prendre dans des vagues d'influence comme ça. Alors moi, je fais travailler mes étudiants là-dessus parce que j'ai un cours à Sciences Po sur les propagations. Puis les étudiants font pas mal de travaux intéressants avec justement autour de certains mots, et pas seulement de certains slogans, mais aussi de certains hashtags, etc. Et donc, il y a des plateformes comme YouTube et Twitter et d'autres qui sont effectivement bien formatées pour faire circuler tout ça. C'est ça pour ça que les plateformes du web, c'est important dans mon modèle, notamment, par exemple, l'invention du bouton retweet. En 2009, il a été inventé. Et qu'est-ce qu'il fait? Précisément, c'est une machine, ce que j'appelle moi une machine à réplication. C'est-à-dire qu'avant, il fallait recopier un tweet, le mettre dans ton propre tweet, et puis éventuellement, ça te permettait de faire un commentaire ou d'ajouter quelque chose. Là, maintenant, tu retweets. Et donc, on est dans des logiques qu'on appelle effectivement, c'est le design des affordances. Les affordances, c'est ce qui nous permet de faire quelque chose. Quand on conçoit des interfaces comme ça facilite un régime d'attention qui est ce que j'appelle l'alerte à haute fréquence. Et donc, tu retweets. Et donc, les mots qui se propagent, on comprend à quel point ils se propagent très très vite, et les hashtags, à cause de ce type d'outils aussi. Donc, on a en place un dispositif qui permet de faire ça. Alors, ça se trouve aussi de façon différente. En général, on distingue ce qui se propage sans changement, c'est la viralité. Je suis Charlie, même quand c'est traduit, bon, ça reste un peu la même chose. Alors que la mémétique, c'est quand il y a aussi des modifications, des dérivations, et c'est ce que j'appelle plutôt les réplications. Donc on a je suis Charlie, je suis policier, je ne suis pas Charlie, etc. Et puis même le visuel lui-même se réplique, etc. Donc il y a plusieurs façons pour survivre quelquefois. C'est comme les virus, hein, comme pour survivre, ça se transforme. Et à partir de ce moment-là, on se dit tiens, mais ça a un rapport avec quelque chose, on ne sait plus quoi. Et puis en réalité, ça nous fait réagir quand même parce que ça stimule les mêmes saillances, ce qui a été mémorisé dans le cerveau. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve par exemple dans des mèmes d'Internet, et ça, les étudiants ont travaillé là-dessus, par exemple, sur le Pepe the Frog. Pepe the Frog, effectivement, de la version américaine, c'est un feel good. Dans la version chinoise, c'est devenu quelqu'un qui est triste. Bon. Et puis, en réalité, ça a fait deux filiations que l'on voit là sur ces deux lignes comme les étudiants ont réalisé. Parce que ce qui est étonnant, c'est que du coup, la version chinoise de Pepe the Frog, elle est devenue réutilisée par les protestataires de Hong Kong qui continuent à utiliser Pepe the Frog pour eux, comme protestation. Et puis de l'autre côté, ça a été réutilisé par les l'alt-right, ce qu'on appelle l'alt-right, la droite alternative aux États-Unis, et du coup par toute la campagne de Trump qui continue à le réutiliser. Et on voit qu'en réalité, avec la même image, comme elle est retravaillée, réinterprétée, en réalité, elle donne des significations totalement différentes, voire même quelquefois un peu opposées. Donc tout ça, ça permet de dire qu'il y a des variations, mais tout ça nous travaille, nous pénètre, nous influence par des effets de contagion, de voisinage, qui sont en réalité quelquefois assez compliqués, parce que ça peut se transformer en complètement autre chose. Et c'est des restes de la guerre froide, ça. Comment dis-tu? C'est des restes de la guerre froide, ça. D'une certaine façon, oui, si tu veux. Effectivement, et là-dessus, la propagande, à l'époque, on ne parlait pas tellement de propagation, parce que maintenant c'est la vitesse, mais la propagande, c'était un peu les mêmes ressorts. Hein. On voit bien que nous, les Français, on est au milieu. C'est quoi? C'est une grenouille qui provoque tout ça. Ben oui, voilà, et la grenouille, les frogs, qui sont effectivement les Français.
Donc, en réalité, la culture a été faite toujours de ces emprunts, là, justement, on voit bien, ces traductions. Mais l'intérêt, c'est que les réseaux numériques, actuellement, ils ont vraiment amplifié tout ça et la vitesse de propagation. Et du coup, ils propagent en même temps des variations en quantité et des essais-erreurs. Et en même temps, ils vont permettre, du coup, une sélection différenciée de tout ça. Et la variation, la propagation, la variation et la sélection, c'est effectivement les propriétés de l'évolution, hein, comme on le sait depuis Darwin, quoi. Bon, tout ça pour te dire, effectivement, dans mon point de vue, c'est que moi, pourquoi je m'intéresse à ça, c'est qu'on est soumis à une évolution accélérée actuellement, avec cette propagation accélérée de mots, de messages, etc., sur lequel toi tu travailles et que tu présentes aussi très bien. Et de souvent, à mon avis, ce n'est pas toujours supportable par nos cerveaux complètement encombrés par tout ça, mais aussi peut-être par les sociétés qui sont aussi complètement agitées par cette rapidité de propagation. Donc, on est un petit peu dans une situation compliquée pour arriver à contrôler un espace de débat à peu près correct. Cela dit, quand il y a des humoristes comme toi qui sont capables de, comme tous les artistes, effectivement, de nous sauver de cette désespérance, on compte vraiment sur vous pour éviter qu'on s'effondre avec l'ensemble de cette prolifération de mots et de propagation à vitesse accélérée. J'espère. Pour revenir à cette histoire de propagation qui n'a pas du tout la même résonance chez les uns et chez les autres, heureusement que là, il s'agit d'idées et de mots et pas de virus, parce que ça aurait été bizarre que le coronavirus ait un impact différent selon l'origine ethnique ou sociale des gens. Qu'il y en ait qui fassent de l'ostéoporose quand d'autres ont des problèmes aux poumons ou que ça fasse un bobo à certains. Quoique, mine de rien, on voit que c'est pas très drôle ce que je veux dire, mais que le statut social des gens fait qu'ils sont plus ou moins vulnérables au virus. Donc, on n'est peut-être pas l'héritage socio-culturel et fait que peut-être les conséquences ne seront pas les mêmes et malheureusement, ça va accroître cette espèce de bipolarité dont on parlait tout à l'heure. Méfie-toi, tu es en train de devenir sociologue là, méfie-toi. Hein. Peut-être, ouais, non, loin de moi cette idée. J'ai au mieux des intuitions, mais je me sers beaucoup de ce que vous faites, en tout cas pour essayer de dire mes bêtises. Et oui, sinon, non, pour parler de vous sortir de la désespérance, je ne sais pas, parce que ouais, c'est vrai qu'on dit souvent les humoristes faites nourrir, ça fait du bien, mais en fait, on est un peu à la frontière entre ces deux mondes-là. On est sur une espèce de versant de la montagne où justement il fait beau d'un côté et moche de l'autre, et nous on est un peu au sommet ou sur le flanc et on essaie de tenir un peu comme on veut sans tomber dans un camp ou un autre, sinon on n'est plus. Bien sûr, je ne dis pas qu'un humoriste ne doit pas prendre parti, mais dès lors qu'il prend parti ou qu'il milite, c'est plus la personne qui donne son avis et qui dit voilà, moi j'ai choisi ce camp-là. Et bien sûr, c'est bien de ne pas être tiède et de choisir de s'engager, mais dans le rôle d'humoriste au sens pur, c'est vraiment d'essayer d'être toujours sur cette frange entre l'ambivalence des mots, justement, et toujours en rire autant que les incarner, autant que donc j'espère qu'on permet aux gens de rire et de pleurer en même temps. C'est ce que je trouve beau dans l'humour, cette espèce de dualité comme ça. C'est vrai que ça se manifeste par des larmes les deux, mais pourtant les larmes peuvent venir soit de vannes, soit de propos blessants ou touchants ou émouvants, etc. Mais ouais, c'est un peu la même chose, quoi. Même phénomène, mais plusieurs causes possibles. Merci en tout cas de m'avoir invité à échanger autour de ça. Merci Karim. Alors, et on a été bavard, effectivement, mais bon, plus que prévu, mais c'est pas. À 1 heure, ça va, c'est pas mal. Comment ? En 1 heure, c'est pas mal, je trouve. Ah bah oui, mais bon, oui, c'est vrai. Mais bon, sans doute que certains ont trouvé qu'on avait un peu délayé et que moi, j'ai fini par faire l'explicateur quand même. Mais bon, alors je vois qu'il y a quelques questions. Il y a eu pas mal de commentaires, mais il y a eu aussi quelques questions. Il y a notamment, une question qui pourrait être intéressante pour toi. Moi, j'ai eu mon idée pour la réponse, mais sur les beaux mots, quel livre, recueil, poème, chanson vous a plu pendant cette période de confinement ? Moi, j'ai plutôt lu. J'ai essayé de lire comme j'ai pu, parce que bien sûr, on pourrait aussi faire une courbe du niveau d'engagement et de résolution, de respect des résolutions. Et donc, elle était très, très haute, le degré de résolution au départ, de dire ouais, je vais me réinventer, justement, je vais lire plein de livres, etc. Puis c'est parti en décroissant. Et moi, finalement, j'ai essayé de lire quelques romans. Pendant le confinement, récemment, on m'a demandé de citer un livre qui m'a pas particulièrement marqué, c'est La vie devant soi, Romain Gary, écrit par Émile Ajar. Je le recite parce que c'est vrai que c'est un bouquin qui m'a marqué, parce que justement, il nous fait passer par plein d'émotions, parce qu'il
parce que les générations se rencontrent et que justement, il y a plus cette notion de frontière entre enfant, adulte. C'est un enfant qui est déjà très adulte dans sa tête parce qu'il doit s'occuper d'une dame qui est mourante, qui a consacré sa vie à s'occuper de lui, lui l'orphelin, etc. Donc, ouais, comme ça à chaud, je cite toujours ce livre-là. Ça ne veut pas dire que j'ai lu qu'un seul livre pendant le confinement, j'en ai lu 2. J'ai lu un Astérix à mon fils. Non, mais ouais, c'est le premier livre qui m'est venu à l'esprit. Après, je sais pas. Attends, je vois pas la question exactement sur quel. Ouais, dans les questions et réponses, là, tu as. Quel livre, recueil, poème, chanson vous appelez pendant cette période de confinement? Mes chansons, j'ai pas forcément de. Enfin, j'ai écouté la musique, mais j'ai pas forcément de chansons qui me viennent comme ça, directement liées au confinement. Non, oui. Voilà, c'est plutôt ce livre-là qui me vient à l'esprit. Je pourrais en citer d'autres, mais bon, voilà, je vais pas Moi, être. il se trouve que moi, j'en ai lu un que je lis à long terme, enfin, comment on appelle ça, en longue durée, parce qu'en réalité, il est un peu compliqué à lire quelquefois. C'est celui d'Alain Damasio, Les Furtifs. Et alors, c'est étonnant parce qu'il est exactement sur le sujet. Et donc, effectivement, avec des effets de furtivité, justement, de propagation qu'on ne voit pas, etc., et de chasse assez furtif. Et il avait fait vraiment un autre livre où il y avait vraiment des aspects de propagation délibérée, de slogans comme ça, avec des émetteurs, c'était dans la zone du dehors, qui est remarquable aussi. Enfin, ça ne vaut pas la horde du contrevent, qui est absolument génial. Mais donc, tout ce qu'il a fait là-dessus, il y a vraiment toujours cette idée de propagation, de furtivité, de diffusion et d'influence qui se fait par des expériences non qu'ils ont ordonnées et qui sont la vie, d'une certaine façon, mais qui sont aussi le conflit, parce que c'est toujours très, très conflictuel dans ces sociétés qu'il décrit. Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est comment il décrit, comment on a appelé les cités, on les a appelées les villes, on fait du naming, comme on dit pour les stades. Tu vois. Donc, elles ont adopté les noms de marques. Donc, les villes sont de Orange, évidemment, on voit bien quelle marque l'a récupéré. Quoi, hein. Donc, il y a un certain nombre d'exemples comme ça qui sont très, très intéressants et qui donnent une idée, ça se passe dans les 2035 ou quelque chose comme ça, mais on voit un petit peu dans quel environnement on peut vivre. Alors, autrement, il y a des chansons, il y a eu tellement de chansons d'inventer pour reformuler des chansons chez soi, à partir d'anciennes chansons qu'on reformule. Ah oui, parodies, oui, bien sûr. Notamment celle de Brassens, qui s'appelait, comment s'appelle-t-elle, celle-là, qui était vraiment très, 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 très bonne. Mais bon, ça va me revenir, je mettrai ça peut-être dans le post après. Alors, une autre question qui est, est-ce que vous étudiez les hashtags aussi? Certains deviennent très célèbres en fonction de l'actualité. Alors, moi, je réponds tout de suite, effectivement, oui, les hashtags, c'est une ressource essentielle pour nous. C'est parce que ça, c'est l'avantage de Twitter. Ils ont formaté, il faut bien voir que c'est une machine à réplication. Hein. Ils ont non seulement mis la dimension du retweet, du bouton, mais aussi la limitation du message à 140 et puis maintenant à 280 caractères, et les hashtags. Et les hashtags, ça sert à concentrer l'attention sur un même mot qui est reproduit indéfiniment. Je me souviens que les guignols faisaient ça souvent, on dit hashtag truc, hashtag, etc. Il y avait des plaisanteries autour de ça parce qu'au bout d'un moment, on finit par parler en hashtag pour reconnecter des réseaux et des gens et des thèmes. Et donc, c'est quelque chose. Il y a une forme d'expression de dire hashtag et mettre une phrase dedans. Hashtag j'en peux plus, hashtag. Oui, voilà, exact. Mon pain et le machin. Et des hashtags à rallonge comme ça, alors, par contre, c'est impossible à analyser. Oui, tout à fait. Et cela dit, par contre, du point de vue des méthodes numériques, ça, c'est absolument parfait. On utilise effectivement, on voit tout cet élément-là. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Ah, il y a quelqu'un qui me dit que je crois, c'est à voulu voir Vierzon. Voilà, exactement. C'est celle-là. C'est pas du coup Brassens, exact. C'est celle de Brel et qui est absolument excellente, cette chanson que j'ai. Mais en fait, je crois que beaucoup de chansons étaient parodiables sous le prisme du Covid. On ne pensait qu'à ça, quoi. C'est fou. Exactement. Hein. Si un jour, il s'est réveillé en chantant « Dans la vie, il y a des virus ». Oui, c'est ça, voilà. J'ai pas voulu faire le buzz sur son dos. Et moi, j'avais appelé ça effectivement à un moment parce que tellement on était dans le même… Alors que d'habitude, on est bombardé de choses très différentes. Là, on était toujours dans le même thème. J'avais appelé ça un peu l'effet machine à laver. C'est-à-dire qu'on avait l'impression, et tous les soirs, il y a le nombre de morts, et tous les soirs, c'est la même chose, et tous les soirs, on va fini, hein. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. D'ailleurs, malheureusement, c'est couvert par de nouvelles choses horribles. Quoi. Enfin, oui, tout à fait. C'est beaucoup plus…
Bien, alors est-ce qu'il y a des commentaires que tu aurais voulu reprendre, toi, éventuellement, parce que je n'ai Attends, pas parce qu'il suivi la conversation, moi, de mon y a côté. il y a les questions-réponses et il y a le chat. Je finis en voix par bonjour, projeté sur le monde de l'entreprise et les notions de progrès porteurs du sens, du triment, du complexe, du hamster. J'ai dans la roue fonçante. Ah, d'accord. On peut lier la notion archaïque de directeur dans le sens s'est étiolé en oubliant que son premier rôle était de donner la direction, amener du sens sur ce qui est attendu par la plupart des collaborateurs. Oui, c'est vrai que du coup, la notion de directeur a peut-être un peu perdu de sa substance pour juste devenir un petit chef qui lui-même a un chef, qui lui-même a encore un chef, qui a un chef qui se la coule douce quelque part sur une île parce qu'il est actionnaire. Et que du coup, ben, le directeur n'a plus de direction à indiquer parce que lui-même ne connaît pas la direction à suivre. C'est la crise qu'il y a dans le système hiérarchique actuel et qui est pas mal questionnée aujourd'hui par les nouvelles organisations un peu plus horizontales, qui elles-mêmes font l'objet de jargon, qui derrière, derrière font perdre beaucoup de temps en réunion. Mais Ouais, oui, ouais. c'est vrai que c'est intéressant ce mot directeur. J'avais jamais vu le mot directeur comme ça et c'est vrai que il y a certainement des plus bringardes comme appelez-moi monsieur le directeur qui estampillent comme ça le mot d'une connotation qui n'est pas celle que le mot devrait avoir. Le manque de Comme tu le dis, effectivement, c'est capitaine. reformalisé dans le jargon CTO, Oui, voilà. CHO, Ouais, CHO, voilà. etc. Oui, J'avais fait une vidéo là-dessus où je reprenais Chief Happiness Dictator. Ouais, ouais. oui, tout à fait. Oui, En fait, il y a un côté très autoritaire en fait, dans l'utilisation oui, oui. en tout cas dans la résonance qu'il a chez moi en français, et qui pourtant est censé incarner cette horizontalité, tu es maître de ton job et c'est toi qui gères. Je peux pas t'offrir un poste de chef, mais un poste de chief, je peux. Tu es maître de ton dossier, voilà, et tu avances tout seul et finalement, quelque part, tu es un entrepreneur, mais chez nous. Donc, mais bon, après, il y a du bon dans tout ça, il ne faut pas tout le temps tout casser, parce que bah, les gens sont force de proposition aussi. Il y a quelqu'un qui pose une question là, très technique, un peu, là, qui est l'UX Writing. Donc, c'est en réalité l'écriture en expérience utilisateur. Bon, moi, j'ai enseigné l'expérience utilisateur, notamment à l'EPFL à Lausanne. Donc, effectivement, le fait d'écrire en fonction des utilisateurs, orienté utilisateur, bah ça c'était précisément ce qu'on faisait dans les modes d'emploi. C'est-à-dire que tu te poses toujours la question de dire quelle est ce qu'on partage comme langue et comment est-ce que des termes précis et techniques peuvent en même temps avoir du sens pour un utilisateur ordinaire, etc. Donc c'est très très compliqué parce que les ingénieurs sont quelquefois très attachés aux termes qu'ils veulent utiliser parce que c'est celui-là qui est correct. Et quelquefois, si tu te trouves à inventer, à réutiliser des mots courants, etc., c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais en revanche, désormais, on a quand même la possibilité on a plus de place pour s'exprimer, on a la possibilité de mettre des. Il ne faut pas oublier, par exemple, quand on dit c'est intuitif, tu vois, le mot intuitif. Alors ça, c'est le truc que je tue, tu vois, j'ai quelques cibles comme ça, intuitif, des choses, le retard, par exemple aussi, l'innovation avec le retard. Donc, tout ça, c'est des mots sur lesquels je tire à vue, quoi, aussi. Eh bien, là, en l'occurrence, sur ce type de cas, il y a des termes qu'on se dit, il suffit de mettre une icône, il n'y a plus besoin de langage, blablabla, il n'y a plus besoin de mots. Et bien, ça, c'est d'une bêtise parce qu'on se rend compte que toutes les icônes, y compris là qu'on est sur Zoom, on voit bien qu'en dessous, il y a l'icône partager l'écran, puis il y a partager l'écran en dessous. Pourquoi est-ce qu'on met encore des termes? Parce que précisément, le caractère codé, univoque d'un signal visuel n'est pas aussi partagé qu'on le croit. Là, Et donc, surtout il sur faut Zoom, là, penser par autre chose, par un terme, quoi. sur Zoom, l'UX designer de Zoom qui a mis une flèche vers le haut pour dire partager, c'est vrai qu'heureusement qu'il a partagé l'écran en dessous, parce que sinon, Exactement, par exemple. Voilà, ça veut dire, uploader, change l'ampoule, regarde au plafond, de Dominique exact. Boulier, enfin, ça peut être très très clair. Donc, autant pas mettre de symbole, c'est vrai. Ah, tu sais, je me demande si c'est pas l'idée de tirer l'écran, quoi, comme on fait, mais qui est un truc vieux. Alors, en réalité, d'ailleurs, on le Ah, descendait. Non, ça va pas. Parce que d'habitude, on le descendait en réalité, donc on le tirait pas. ouais, donc non, c'est pas ça. Ça reste... Dans une autre époque, évidemment. Après, ils ont mis converser. Alors, ça, c'est peut-être un mec qui a dû traduire. C'est rare qu'on dise converser quand même. C'est vrai, oui, 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 oui. Contre la bulle, elle On dit est. plutôt discuter, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et ouais, bah, l'UX writing, moi, je trouve ça intéressant. J'ai même envie de dire, est-ce qu'on doit dire UX writing ou UX telling pour provoquer une réunion à l'heure où tout le monde a faim.
Mais je retiens en tout cas l'idée parce que ça, nous qui cherchons toujours à avoir une trame dans nos vidéos, nos sketchs, etc., ben, ça peut être marrant de faire un sketch où un type qui raconte son expérience utilisateur, ça peut être très, très marrant. Et parce que souvent, l'expérience utilisateur, bah, en fait, il se prend des trucs, il se prend plein d'obstacles. Sinon, il n'y aurait pas du X-designer pour faire en sorte que ce soit fluide. Et avant d'arriver au truc où il n'y a pas eu un obstacle, bah, je pense qu'il y a moyen de bien rigoler. Et donc, je retiens. Merci pour la plus que la question. Bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Est-ce que, Karim, tu voulais faire un mot de conclusion ou tu as d'autres choses à ajouter et puis, tout le monde a envie d'aller parler pendant longtemps de ce sujet. Merci. En tout cas, c'est vraiment, c'était une belle ouverture pour moi parce que c'est vrai que inconsciemment, bah, comme tu disais, j'aime bien m'intéresser au travail des sociologues, mais là, le faire de manière un peu plus assumée parce que c'est vrai que nous, on est toujours censé être du côté des drôles et donc, bah, oh là là, il va parler sérieusement avec des mecs sérieux et tout ça. C'est pas bien et c'est bizarre. Et en fait, non, je suis content de rejoindre ces sphères-là, le temps d'une discussion et ça donne très envie, ça donne des idées de collaboration, en tout cas ça donne encore plus envie de s'intéresser aux choses. Donc moi j'étais beaucoup dans la position de l'apprenant aujourd'hui, donc merci aussi pour tout ce que tu as pu me transmettre aujourd'hui. Bah écoute, c'est quand même toi qui as stimulé tout ça et qui fait passer beaucoup plus de choses de façon extrêmement efficace avec des formats qui sont bien plus, comment dire, qui captent mieux l'attention certainement que tout notre baratin à nous. Donc de ce point de vue-là, on a sans doute aussi des choses à apprendre, ça c'est certain. Et puis merci aussi de nous avoir évité le genre jeu de mots autour de confinement, tu vois, qui est là au moins toi tu es top pour ça. Vraiment, on ne fait pas ce genre de choses. J'ai beaucoup baigné dans ces écueils au début de mes débuts. J'estime être plus près du début que de la fin, j'espère. Mais bien sûr, j'ai fait beaucoup de jeux de mots, de calembours que j'assume plus ou moins, mais j'ai fait ça et j'essaie d'éviter de ne pas me ruer sur les jeux de mots. Alors, on a des rechutes parfois. On revient, mais on essaye d'éviter. Au final, les gens ne le voient pas. Ça reste dans le script. Et puis après, dans les vidéos, j'ai plutôt les néologismes que les jeux de mots à tout va. La forme prend le dessus sur le fond et c'est pas bon. Bon, merci à tous. Et puis, les commentaires et tout cela va être enregistré et sera disponible si on juge que ça a vraiment un intérêt. Peut-être qu'en se regardant après, on va trouver que carrément on était nul, mais bon, c'est pas grave. On a essayé quelque chose, un nouveau format. Merci d'avoir osé ça, Karim. Et puis, merci à tous ceux qui nous ont suivis pendant cette heure. Bonjour à nos amis de Montréal qui clavardent apparemment, plus qu'ils ne chattent. Allez. À bientôt. Au revoir à tous. Salut, merci beaucoup.